Donc, un débat autour de l'Allemagne et la guerre, l'Allemagne, les Allemands et la Première Guerre mondiale. Il s'agira d'essayer de comprendre des relations complexes entre un État, des populations multiples, des partis politiques, des mémoires peut-être différenciées, et de tenter de comprendre. Nous avons analysé la question de la violence jusqu'en 1923. Elle se poursuit sans doute à sa façon, et l'Allemagne est l'un des laboratoires de la chose. Pour ce faire, donc, j'ai le très 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 grand plaisir et honneur de recevoir ici présent Nicolas Patin, néo-bordelais, maître de conférence désormais à l'université Bordeaux-Montaigne, et puis Johan Chapoutot, qui est déjà présent intellectuellement, mais enfin bon, Monsieur Patin sait ce qu'il va dire, donc il pourra parler à sa place. Johan Chapoutot, professeur à Paris, et qui poursuivra la discussion. Je laisse donc la parole d'abord à Nicolas Patin pour un quart d'heure, 20 minutes, et nous enchaînerons par la suite. Merci Thomas. Je pourrais jamais prendre la place de Johan, hein. Il est bien trop balèze en termes de prise de parole. Donc d'abord, je voulais dire que les hasards de la vie font bien les choses. Il y a 4 mois, quand j'ai accepté ce débat, il aurait fallu que je prenne le TGV, que je sois en retard. Et de fait, maintenant, j'ai juste à prendre le tram depuis ma résidence bordelaise. Donc je suis très content d'être ici à plus d'un titre. Et d'autant plus content qu'en écoutant l'intervention de John Horn, ça a déjà posé pas mal de jalons par rapport à la thématique qui va nous intéresser pour conclure cette longue journée. À savoir cette guerre de 30 ans. L'expression, on en trouve l'origine chez le général de Gaulle en 1941. Elle est reprise ensuite par Churchill, mais elle est aussi, c'est moins connu, reprise par les nazis eux-mêmes, qui y trouvent finalement quelque chose d'important pour eux, puisque dans la comparaison entre le conflit 14-45 et cette référence à la première guerre de 30 ans de 1618-1648, il y a l'idée très pratique pour les nazis de dire l'Allemagne est au bord du gouffre, l'Allemagne est au bord de la destruction totale, sans poser la question évidemment des responsabilités dans le déclenchement de cette destruction. Alors, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont été décrites par John Horn, parce qu'elles permettent de continuer un petit peu et qu'elles me permettent d'avancer un petit peu plus rapidement. L'idée, on la connaît, développée par l'historien George Moss, c'est celle de cette guerre et d'une brutalisation indéniable du champ politique allemand, qui, dans la traduction française, est devenu celui des sociétés européennes. Bon, pourquoi pas, mais qui serait un facteur d'explication du lien consubstantiel qui unirait la Première Guerre et le Second Conflit mondial. Comme l'a dit John Horn, une nouvelle histoire finalement sociale et culturelle qui nous invite à repenser les choses que l'histoire politique et l'histoire diplomatique nous avaient habitués à penser. Finalement, ce lien très facile de la paix ratée de la Première Guerre mondiale conduit à la Seconde. Mais là, on le voit d'un point de vue social, du point de vue des généalogies de la violence. Et donc, ça ferait, si on fait confiance au chef des sections d'assaut, Ernst Röhm, qui disait « le parti nazi est né dans les tranchées », ça ferait tout d'un coup une clé de compréhension, cette brutalisation extrêmement fonctionnelle, qui montrerait que finalement on a des nazis en puissance un peu partout, et de voir finalement le nazisme comme une émanation de la guerre. Alors, je connais un petit peu le cas italien, mais pas suffisamment pour dire que, effectivement, pour le cas des fascistes italiens et des chemises noires et du squadrisme, on a peut-être un lien très fort entre les anciens combattants et ensuite le régime, enfin le mouvement d'abord, puis le régime de Benito Mussolini. Pour ce qui est du nazisme, et c'est ce dont on va parler, on s'est arrangé avec Johan hier, je vais d'abord parler de la République de Weimar, et puis lui parlera ensuite du Troisième Reich, et d'une manière un peu plus de comment les nazis vont travailler cette idée de la guerre, puisque, et c'est l'idée à retenir, pédagogisons, le nazisme n'est absolument pas une émanation de la guerre, il en est une usurpation. Il en est une politisation, il en est une mise en idéologie, et à ce moment-là, il faut toujours garder dans l'idée la chronologie, c'est-à-dire que cette idée de guerre de 30 ans, elle a une validité, mais elle écrase tout l'entre-deux-guerres. Il ne faut jamais oublier, s'il y a une idée à retenir, c'est celle que je viens de dire, et un chiffre à retenir, c'est que les nazis font 2,6% aux élections de 1928, c'est-à-dire que le moment de la crise de 29, si on l'écrase dans toute la continuité de la Première Guerre, on perd quelque chose.
Ça n'empêche pas de s'interroger donc sur cette histoire et en partie cette mémoire de la guerre en Allemagne dans l'entre-deux-guerres pour voir comment il y a une transformation de l'expérience de guerre qui va permettre l'arrivée au pouvoir des nazis. Le problème, c'est que cette idée-là, elle repose souvent, et l'idée de la brutalisation aussi, sur l'idée qu'il n'y a qu'une seule guerre, qu'il n'y a qu'une seule expérience de guerre. Et cette idée, elle marche bien en France, notamment. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et donc mon propos va s'organiser en 3 temps. Montrer d'abord, revenir à 14, c'est-à-dire pas seulement s'intéresser à l'après, mais à qu'est-ce qui se passe pendant la Grande Guerre, et montrer que c'est une guerre sociale, c'est-à-dire que c'est pas une guerre unique, c'est une guerre clivée, c'est une guerre fractionnée, c'est une guerre qui n'est pas vécue de la même manière par tous les protagonistes. Très logiquement, avec la défaite, qui est quand même un point fondamental dans l'histoire allemande, cette guerre... voilà. C'est le moment où je dis guerre, tu arrives. Le boxeur rentre sur le ring. Donc, dans mon premier temps, je montrerai comment cette guerre est une guerre sociale, une guerre clivée, dont l'expérience n'est pas répandue de la même manière dans tout le corps social, et comment très logiquement, d'autant plus qu'il y a la défaite, la mémoire de cette guerre va être une mémoire clivée. Et dans un troisième temps, pour annoncer ce que va dire Johann, je montrerai comment les nazis ont trouvé une manière d'avoir un discours qui n'est pas le discours sur la guerre, mais un discours parmi d'autres, mais qui va réussir socialement à s'implanter, et pourquoi. D'abord, cette guerre sociale. Sujet qui peut peut-être intéresser un public français dans la mesure où on a une perception un peu différente. La Première Guerre mondiale, elle mobilise 13,1 millions de soldats allemands, c'est-à-dire 85% des classes d'âge mobilisables à l'époque. Donc, c'est une guerre qui confère l'intervention de Fabrice Virgili, tous les hommes pour le front, et puis les femmes pour ce qu'on appelle en allemand le Heimatfront, le front de l'arrière. Est-ce que pour autant ils font une seule expérience ? Je ne rentre pas dans le détail de la philologie. En allemand, il y a 2 mots pour dire expérience. Il y a la Erfahrung, c'est l'expérience acquise, accumulable, qu'on peut transmettre. Et il y a le Erlebnis, de Leben, la vie, c'est-à-dire l'expérience vécue, non transmissible, non communicable. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas essayer de diversifier ces expériences ? Premier élément, les expériences géographiques. Pourquoi j'en parle avant de venir aux expériences sociales ? Parce qu'en France, on est très habitué à notre front ouest, qui est traditionnel, parce qu'on a pour paraphraser les orages d'acier de Ernst Jünger, on a des orages de papier, qui était le nom d'une exposition de la BDIC. On a un orage de papier du front ouest. On a tout, on a Barbus, on a Genevois, on a ce qu'on veut. Pour l'Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué. Chiffre comme ça important tout de même, sur les 13,1 millions de soldats, il y en a la moitié qui ont servi sur plus d'un front. C'est-à-dire que déjà, il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui va avoir fait toute sa guerre sur le front ouest, sa guerre sur le front ouest, sur le front est, voire sa guerre sur le front ouest, le front est et dans les Balkans. Pourquoi une différence ? Parce que tout simplement, sur le front ouest, on est dans le cadre d'une bataille de matériel. Sur le front est, on est dans le cadre d'une bataille moins dense, qui ressemble plus à ce que les historiens ont pu appeler une guerre retardée en termes de pratique militaire. Et donc souvent, il y a une question de répartition du sacrifice. Est-ce qu'on est le cochon de tranchée de Verdun ou est-ce qu'on est sur le front est ? Ça, c'est une première distinction. Bon, qui fait parler l'imaginaire finalement, parce qu'on a du mal à se représenter des soldats qui, en 5 jours, traversent depuis Verdun jusqu'à Skopje en Macédoine, et effectivement, ça interroge notre vision de la guerre. Mais plus largement, il ne s'agit pas seulement d'une guerre différente du point de vue géographique, il s'agit d'une guerre différente du point de vue social. C'est-à-dire que pour ce qui me concerne et les recherches que j'ai pu faire, sur un corpus de 400 personnes, étonnant, mais c'est bien de le redire, comme par hasard, les ouvriers sont simples soldats, bourgeoisie, le terme est compliqué à utiliser en Allemagne, mais en tout cas les fils de la bourgeoisie sont à des grades intermédiaires, et les fils d'aristocrates, encore plus étonnants, étant voués à la carrière militaire, sont tout en haut. Pourquoi c'est important ? Parce que finalement, ça détermine 3 grandes expériences et 3 grands récits sur la guerre qui vont ensuite être fondamentales pour l'après-guerre. À savoir celui du simple soldat qui ne voit pas très haut dans la hiérarchie et qui subit pour beaucoup. Alors ça se combine avec des éléments régionaux. C'est-à-dire que finalement, à l'époque, on ne dit pas je vais à l'armée, on dit je vais chez les Prussiens.
Et donc pour les soldats bavarois ouvriers, avoir un chef prussien, c'est compliqué socialement et c'est compliqué territorialement et culturellement en termes de région. Mais évidemment, si vous ne lisez que les mémoires des grands généraux, des Ludendorff, des Gallwitz, des ce que vous voulez, comme par hasard, la guerre est une guerre unie, où le peuple s'est uni, la guerre est héroïque, la guerre est toujours victorieuse, la guerre est une question de courage. Et quand vous lisez des témoignages des simples soldats, comme par hasard, les questions se posent un peu différemment. Alors la question qu'on peut poser, et je sais que Nicolas Offenstadt a dû en parler ce matin, c'est finalement, est-ce que cet effet d'unanimité qu'on peut sentir en France, où on a l'impression qu'il y a eu une fusion du peuple français dans les tranchées, est un effet de la victoire qui aurait gommé ces différences sociales? Et là, on a plusieurs livres qui sont parus ces derniers temps. On a le livre d'Emmanuel Saint-Fucien sur le obéir et désobéir dans les tranchées, qui nous montre que c'est pas seulement un effet de la victoire qui aurait réhomogénéisé a posteriori des divisions de classe pendant la guerre en France qui marche, c'est qu'en fait, dès la guerre, il y a des effets de contact. Il y a ces officiers de contact, les caporaux, etc., qui vont souder d'une certaine manière une partie de la troupe avec la hiérarchie. Alors on a une vision un peu concurrente qui est celle de Nicolas Mariot dans son livre Tous unis dans la tranchée, qui lui dit non, on a des effets non seulement il y a des clivages sociaux forts pendant la guerre aussi en France, mais avec la victoire déjà c'est beaucoup plus facile de les recouvrir par une chape d'unanimisme, si on peut dire. Et puis on a la culture républicaine à la française qui dit finalement on est tous égaux donc ça marche. Et il ne faut pas oublier en dernier lieu que c'est une manière de réactiver le moment de l'union sacrée. On revit en 18, grâce à la victoire, ce qu'on a vécu en 14 en disant le peuple uni face à l'ennemi. Côté allemand, évidemment, non seulement on a une guerre clivée, mais en plus on a une défaite. Et donc on n'a pas de possibilité de poser une unanimité et une sorte de fusion sociale dans les tranchées qui émergerait. Qu'est-ce que ça donne dans l'après-guerre? Est-ce que cette expérience clivée donne une mémoire clivée? C'est relativement logique. La défaite va faire jouer encore plus profondément les clivages. Et donc, on a vraiment une amertume collective dans l'année 1918, beaucoup d'espoir au moment de la Révolution. Il y a un wilsonisme, il y a une sorte de Wilson-mania où les Allemands, et là vraiment jusque dans le peuple, croient vraiment qu'ils vont avoir une paix juste. Et puis, quand tombent les conditions du traité de Versailles, là, on a une sidération globale qui va amener à un clivage encore plus fort des mémoires. Et c'est là où ça devient intéressant, et bon, Johan prendra le bâton que je lui donnerai, c'est-à-dire qu'on a effectivement, si on en revient à ce que disait John Horn, on a une lecture très à droite de l'expérience de guerre, c'est celle des corps francs. Il ne faut jamais oublier que sur les 13,1 millions de soldats, les corps francs, avant on disait 400 000, aujourd'hui on se dit c'est 250 000 personnes. Et c'est pas n'importe quelle personne, c'est des officiers, pour la plupart, c'est-à-dire que c'est pas simplement une réaction, c'est pas une sorte de... Évidemment, il y a un ethos militaire qui veut se maintenir, mais on pourrait faire de la provocation en interrogeant ça, en disant en quelle mesure c'est pas des officiers qui veulent simplement garder leur boulot parce que le traité de Versailles leur impose de réduire une armée pléthorique à 100 000 hommes. En quelle mesure on est face à une crise de reconversion militaire? En quelle mesure intervient un choix idéologique? Alors évidemment, il y a un choix idéologique dans ces corps francs et cette continuation et cette guerre continuée, puisque, John Horn l'a rappelé, sur les corps francs allemands en tout cas, on a 2/3 d'anciens soldats, mais on a aussi 1/3 de jeunes qui n'ont pas fait la guerre. Et donc là, il y a un choix idéologique. C'est une première lecture de la guerre qui émerge dans ces corps francs. Une lecture basée sur le courage, basée sur une revanche, basée sur beaucoup de violence, qu'elle soit anticommuniste, et effectivement antisémite, c'est très important. Et le dernier livre de Ottmar Plöckinger sur Hitler montre que l'antisémitisme d'Hitler ne naît pas ni à Vienne, pas tellement dans la Vienne d'avant la guerre, pas tellement pendant la guerre, mais il naît dans ce bouillon de culture de l'après-guerre où on a une très forte radicalisation de la droite allemande. Pour autant, il ne faut pas croire que de ce bouillon de culture-là, de ces 250 000 hommes, ça y est, on a directement les sections d'assaut qui sortent en chemise brune. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que, comparé à l'Italie fasciste, on a tout simplement 10 ans qui passent, et le moment du Big Bang où on va réinterroger ces questions-là, c'est le moment, la fin des années 20, avec l'apparition du livre d'Erich Maria Remarque à l'Ouest rien de nouveau, avec son passage en film l'année d'après, le film de Lewis Milestone en 1930, et avec une remise en débat de ces questions-là. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est en train de le redécouvrir aujourd'hui, il y a un fort pacifisme sous Weimar.
Et ce pacifisme, il a été détruit dans les mémoires, tout simplement parce que les nazis l'ont détruit dans les archives et dont ont donné une impossibilité pour les historiens, ne serait-ce que de compter. Comme disait Staline, combien de divisions, c'est quand même important. Et là, vous connaissez sûrement les chiffres des sections d'assaut, pléthoriques, sur la fin du régime. Vous connaissez peut-être le casque d'acier, cette association d'anciens combattants conservateurs qui comptait alors entre 500 000, 800 000, peut-être 1 million à la toute fin du régime quand on a un appel d'air et qu'on sent que le vent va tourner au profit des nazis. Mais personne ne sait que la plus grosse association d'anciens combattants sous Weimar, c'était la bannière d'Empire, la Reichsbanner, qui était une association républicaine, pacifiste, et qui comptait plus d'1 million, voire, pour les chiffres les plus optimistes, 3 millions de membres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de généalogie directe de la guerre violente aboutie à la violence politique, on est dans un paysage clivé, et un des auteurs qui défend le mieux cette option-là, c'est Benjamin Ziman, qui parle effectivement de conflicted memories, c'est-à-dire de mémoire conflictuelle. Et je sais que Nicolas Offenstadt me le reproche assez souvent. Il dit tu as l'impression que la culture mémorielle française était extrêmement apaisée, alors qu'en fait elle était aussi conflictuelle. Mais il faut nuancer, la culture weimarienne est beaucoup plus conflictuelle. On n'arrive pas à mettre en place quand même des monuments aux morts. Il y a des combats politiques autour des monuments aux morts. Il y a même, c'est l'exemple canonique, la mise en place d'un jour de fête nationale. Il n'y a évidemment pas de mise en place du soldat inconnu, mais il n'y a même pas un jour de fête nationale. Et au moment où les députés allemands débattent du jour de fête nationale, chacun propose un jour, donc ça montre la désunion totale. Certains proposent le 18 janvier pour la fête de l'Empire, certains le 9 août pour la fête de la Constitution. Goebbels, député nazi, arrive et dit il faudrait la fête de Purim, une fête juive, pour célébrer cette république juive. Très bien, mais on a quand même un député d'un petit parti qui dit je ne veux pas une fête nationale, je veux une fête de commémoration pour les morts de la guerre. Donc on a une espèce de dissensus global et de mémoire complètement clivée entre un camp de gauche, un camp centriste qui va avoir une vision un petit peu déresponsabilisante de la guerre. C'est une folie, c'est un accident, mais finalement sans responsable, et tout ça dans une parfaite cacophonie. Maintenant, ça crée un obstacle épistémologique, et je vais du coup pouvoir passer le bâton. Si on dit, voilà, il n'y a pas une seule mémoire, il n'y a pas une seule expérience, et pourtant on voit ensuite cette espèce de performance et d'effet performatif des nazis qui arrivent le 14 septembre 1930 avec leurs 107 députés en uniforme de la SA, et on se dit, ah mais oui, cet uniforme de la SA, c'est un uniforme de la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Wilhelm Frick, qui dit la guerre rentre enfin au Parlement. Mais c'est faux. C'est pas la guerre. Et donc, comment il y a un processus de transformation. Et Johan, je suis sûr, va nous montrer quel est le processus de transformation idéologique qui va rejouer pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'aimerais juste conclure là-dessus. Si on veut comprendre finalement pourquoi les nazis ont poussé l'avantage, il y a tout un tas, pourquoi leur lecture de la guerre a gagné. Il y a évidemment une centaine de facteurs qui font que les nazis ont réussi à conquérir 107 postes, 107 mandats, puis 230 au Reichstag, des facteurs économiques, des facteurs qu'il faut modérer d'antisémitisme, puisqu'à cette époque-là, c'est pas au centre de leur démagogie. Mais pourquoi leur lecture de la guerre a gagné et pourquoi elle les a aidés à gagner sur le front général? C'est tout simplement qu'ils ont compris qu'ils ne s'adressent pas à la génération du front. La génération du front, c'est eux, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils s'adressent à la génération de ce qu'on appelle les jeunes de l'après-guerre, ceux qui ont subi l'hyperinflation de 23, ceux qui sont au chômage en 1929, et eux leur parlent en ne proposant plus le modèle de la génération du front comme un modèle d'aliénation, vous devez respecter vos pères et vos frères, mais comme un modèle d'émancipation, en tuant des communistes, vous êtes les égaux, vous êtes l'égal, toi, en tuant un communiste en se battant dans une, comment on appelle ça, une brasserie à coups de boc de bière, tu es l'égal d'un soldat du front. Et là, je reviens à mon introduction et je conclus là-dessus, on voit bien qu'on n'est pas dans une émanation de la guerre. À la fin des années 20, un tiers des sections d'assaut du parti nazi ont fait la guerre, 2 tiers ne l'ont pas faite. Ils sont trop jeunes pour l'avoir faite. On a une inversion par rapport au corps franc. On est dans une usurpation. Et c'est pour ça que Moss n'a pas tort, parce que si on relit Moss, il ne dit pas brutalisation, il dit c'est une continuation dans les temps de paix des attitudes agressives de la guerre, mais il dit c'est le mythe de la guerre. Et donc on est dans cette reformulation, non pas d'une expérience de première main, mais du mythe qui parle aux générations suivantes. Et ce mythe, je pense que Johan va nous montrer comment il joue pendant tout le Troisième Reich et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. Juste une question intermédiaire.
est-ce que les nazis ne jouent pas autant de la guerre civile 19 que de la guerre mondiale? Dit autrement, la guerre s'est déplacée d'une guerre contre la France à une guerre civile. Je vais reprendre là où Nicolas a laissé le propos. Ces batailles de brasserie, ces batailles de salles, les Allschlachten, comme disent les nazis dans leur propre littérature. Moi, j'avais vu ça dans ce petit livre qui s'appelle Le meurtre de Weimar, qui montre comment des SA de Silésie exaltent leur propre identité guerrière à manipuler des bocs de bière dont l'explosion dans le fracas de la bataille de Salles est comparée à l'explosion de grenades. Le cliquetis du verre qui tombe par terre est assimilé au cliquetis de la mitrailleuse. Et donc, à très bon compte, quand on n'a pas fait la Marne ou le front de l'Est, on peut devenir un ancien combattant soi-même dans, effectivement, cette guerre civile dont tu parlais, Thomas, que les nazis, qui est pour les nazis la réalité de la République de Weimar, même s'ils exagèrent évidemment beaucoup. Et par ailleurs, les SA qui sont impliqués dans cette affaire de Potempa que j'avais étudiée, donc en Silésie, sont exaltés comme étant, pour partie, des anciens combattants de la Grande Guerre. Donc en soi héroïque, c'est la véritable Allemagne qui combat l'anti-Allemagne puisqu'ils ont assassiné un communiste et que des tribunaux ont osé les condamner pour cela, alors que c'est l'Allemagne qui n'a fait que tuer l'anti-Allemagne, un communiste en plus d'origine polonaise, il ne faut pas exagérer. Et par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas assez âgés pour être des anciens combattants de la Grande Guerre, eh bien ils sont anciens combattants des guerres de Silésie. En l'occurrence, ces guerres qui, de 1919 à 1921, ont vu l'affrontement des Polonais et des Allemands pour la souveraineté sur la Silésie, une partie ayant échoué à la Pologne par référendum, par plébiscite, et l'autre partie étant revenue à l'Allemagne après des combats. Donc effectivement, il y a plusieurs strates qui sont convoquées. La Grande Guerre, les guerres de 19-21 en Silésie et dans la Baltique pour défendre la communauté allemande jusqu'en Estonie, et enfin les batailles de rue et les batailles de brasserie de la République de Weimar qui vous servent également de titre pour être un ancien combattant. Alors dans ce qu'a dit Nicolas a beaucoup distingué entre diverses expériences sociales. Il a montré le foisonnement kaléidoscopique des expériences. Moi, je vais faire tout le contraire. Je vais à la manière nazie, je vais tout amalgamer. Tout simplement parce que Nicolas vous a parlé d'expérience sociale et de réalité sociale, et moi je vais vous parler d'idéologie politique. Une idéologie politique dont une des caractéristiques, l'idéologie nazie, la Weltanschauung, la vision du monde nazi, est de précisément tout confondre et tout amalgamer pour mieux interpréter. Et de fait, les nazis, par leur puissance acquise et par le fait qu'ils arrivent au pouvoir en 1933, vont gagner ce que les Allemands appellent la Deutungshoheit, c'est-à-dire la souveraineté d'interprétation. C'est eux qui vont dicter l'interprétation de la Grande Guerre et de l'après-guerre à leur manière. Amalgame permanent parce que pour les nazis, il n'y a pas de distinction déjà entre classes. Donc, tous les Allemands ont combattu vaillamment à l'image de l'homme du commun, de l'homme de la rue qu'était Adolf Hitler, petit caporal de Bohême qui a été l'incarnation de cette Allemagne populaire, qui a fait une très belle guerre pendant 4 ans. Donc tout le monde a combattu et combattu héroïquement. Tout le monde a été trahi éhontément par le coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire la conspiration de l'anti-Allemagne social-démocrate, communiste et juive contre la véritable Allemagne qui, elle, allait gagner la guerre, selon l'interprétation nazie, mais aussi l'interprétation d'une grande partie de la droite, ce qui est totalement faux, la fameuse légende donc, du coup de poignard dans le dos. Donc amalgame, si vous voulez, sociologique total, et par ailleurs, amalgame historique, puisque pour les nazis, d'une part, il n'y a pas de césure ni le 11 novembre 18, ni le 28 juin 1919, au moment de la signature du traité de Versailles. Il n'y a pas de césure ni au moment de l'armistice, ni au moment du traité de paix. Il y a continuation de la guerre. Alors, donc pas de distinction entre guerre et après-guerre. Il n'y a pas d'après-guerre. D'une certaine manière, ils sont fondés à le dire, puisque de fait, les combats continuent en Silésie, sur la Baltique, avec une assez belle intensité. Et il y a une quasi-guerre civile, ou une guerre civile latente, qui se déroule jusqu'en 1923, avec un fort taux de mortalité politique dans les affrontements politiques au début de la République de Weimar. Bon, ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour eux, il n'y a pas de distinction entre ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et ce qui a pu se passer auparavant dans l'histoire. Les nazis ont une lecture de l'histoire fortement biologisée en termes d'affrontement de races,
Pour les nazis, l'histoire est la longue geste d'un affrontement zoologique entre des groupes humains ou para-humains qui se jettent à la gorge les uns des autres pour avoir la maîtrise des territoires, des espaces et de la nourriture, hein, donc la maîtrise de la survie. Et à leurs yeux, tout n'est que guerre depuis toujours. J'avais trouvé un fascicule de formation idéologique du NSDAP, un cours d'histoire, hein, qui était intitulé « 6000 ans de guerre raciale ». Au moins, les choses sont claires. Ce n'est pas 4 ans de grande guerre, ce n'est pas quelques années d'après-guerre, c'est 6000 ans de guerre raciale. Depuis que l'homme est homme, depuis que la race germanique est apparue sur Terre et nous gratifie de ses bienfaits, puisque c'est elle qui a tout créé en termes culturels, qui nous a donné Platon comme Bach, pas Einstein, mais en tout cas d'autres gens très très bien, qui nous a donné toute la science et toute la culture du monde. Depuis que cette race existe, elle est attaquée férocement, violemment, par un ennemi épouvantable, par plusieurs, mais notamment un qui est le pire, qui est même pas une race d'ailleurs, qui est une non-race ou une contre-race aux yeux des nazis, qui sont les Juifs. Les Juifs attaquant les Germains parce que les Germains sont sains d'esprit, parce qu'ils sont sains de corps, les Juifs étant malades d'esprit, malades psychiquement, puisqu'ils sont mélangés biologiquement. Les choses sont assez simples. L'Antiquité le prouve. L'époque moderne le prouve également avec la guerre de 30 ans, qui a vu un assiègement de l'Allemagne, devenu théâtre de la guerre des puissances. Et depuis cette guerre de 30 ans, ce complexe de l'encerclement et de l'ouverture aux 4 vents, si vous voulez, de l'Allemagne, territoire non protégé, qui est entretenu et qui est réactivé, bien entendu, par les nazis. Leur point de raccro à cette histoire, c'est le blocus. Les nazis font fond, si vous voulez, sur cette expérience sociale de la famine et de la maladie, qui a été celle de la population allemande pendant la Grande Guerre. 600 000 morts quand même, hein. On a 1 800 000 morts au front, et on a 600 000 morts civiles sur le Heimatfront, dont tu parlais tout à l'heure, le front intérieur, c'est-à-dire cette population civile affamée par le blocus, victime donc grandement des maladies et donc de la fameuse grippe espagnole, parce que épuisés organiquement. Les nazis donc proposent cette interprétation. Voilà, depuis l'éternité, on veut détruire l'Allemagne en tant qu'entité politique, mais également en tant que réalité biologique. Et ça vient à leurs yeux confirmer leur vision d'histoire. Tout n'est que biologie, tout est lutte des races. Et donc, ce que proposent les nazis, c'est non seulement une interprétation au très long cours de cette guerre qui dure depuis des millénaires. Ils permettent de la comprendre. Regardez, c'est la biologie qui est à l'œuvre. Mais ils permettent également une sortie de cette guerre-là. Et c'est là la dimension millénariste, hein, de leurs promesses, de leurs projets. Nous allons mettre fin à cette guerre puisque nous allons la mener biologiquement, selon les lois de la biologie, en écartant d'une manière ou d'une autre notre ennemi biologique et en nous en libérant. Pour cela, il faut, selon eux, préparer l'Allemagne à cette guerre future, inévitable, qui doit être pour le coup la der des der. La véritable der des der, ce sera celle qu'ils mèneront, qui leur permettra de sortir de l'histoire, de cette longue litanie de malheurs. Lorsque vous lisez les discours de Himmler sur l'histoire, il en tient à ses officiers, à ses troupes assez régulièrement. Himmler décrit l'histoire de la race germanique comme une litanie de souffrance, une espèce de martyrologe. Ça fait des millénaires, des siècles que l'on souffre. On va se sortir de cette histoire par un acte décisif. Les nazis proposant cette décision-là à l'Allemagne, premièrement, appliquer rigoureusement les lois de la biologie. Et là, de ce point de vue-là, les nazis estiment être parfaitement légitimes, puisque la science, selon eux, les couvre, et la science les justifie. La science de l'hérédité, qui est en pointe à l'époque, l'eugénisme, qui est également très en pointe, mais également, en arrière-plan de ces sciences-là, le darwinisme social, qui fait office de culture, de bain culturel de l'Europe tout entière, à l'époque, et qui est repris en Allemagne singulièrement dans les années 20, ce darwinisme social qui se prévaut de la science. On cite Darwin, le pauvre Darwin n'avait certainement pas forgé ses concepts pour la société, mais c'est pas grave, on reprend ces concepts, on se prévaut de la science et on montre, voyez, l'histoire, c'est-à-dire la nature, c'est la même chose, c'est bel et bien la guerre de tous contre tous, de manière permanente, et des groupes qui, encore une fois, se jettent à la gorge les uns des autres pour s'exterminer mutuellement et dominer l'espace et la nutrition. Donc,
si vous voulez, soutenue par ou justifiée par cette science ou cette culture scientifique, entre guillemets, de l'époque, les nazis préparent l'Allemagne à la guerre dès 1933, avec l'exclusion des juifs et des ennemis du régime de la fonction publique dès avril 1933, avec la loi de stérilisation obligatoire des malades dits héréditaires dès le 14 juillet 1933, la date du 14 juillet n'étant pas choisie par hasard au passage. Il s'agit véritablement de remplacer une révolution 1789 par une autre, 1933. Nous avons effacé 1789 de l'histoire, dit Goebbels à la radio en avril 1933. Donc préparer biologiquement le corps allemand, qui est conçu comme un corps au sens organique, anatomique du terme, et également militariser l'Allemagne, la préparer concrètement à la guerre par le drill militaire. L'Allemagne devient un pays de camps à partir de 1933. Le camp, ce n'est pas seulement Dachau, ce sont également ces myriades de camps qui partout, Sommerlager, Jugendlager, camps d'été, camps de jeunesse, fleurissent partout en Allemagne pour familiariser les Allemands avec la vie de la vie en Volksgemeinschaft, la vie en communauté du peuple, qui, selon les nazis, est par définition une Kampfgemeinschaft, une communauté de combat, ou une Frontgemeinschaft, une communauté du front, avec évidemment ces rappels de la Grande Guerre. L'idée politique qui est derrière cela, et c'est une véritable philosophie politique qu'il faut prendre vraiment au sérieux, l'idée c'est que l'organisation sociale et politique d'une communauté, les nazis parlent de communauté, non pas de société, cette organisation sociale et politique, qu'est-ce que ça peut être? La monarchie, non, c'est fini. L'histoire, c'est-à-dire la nature, a rendu son verdict. Exit les monarchies après 1918-19, disparition des empires centraux. Qu'est-ce que ça peut être? La démocratie, vous n'y pensez pas. La démocratie repose sur des postulats faux. Égalité, universalité du genre humain, vous oubliez. C'est absurde. Troisième mode d'organisation du social, la communauté militaire. Et ça, l'expérience de la tranchée le prouve, disaient les nazis. Regardez le Führer, regardez Göring, etc. L'expérience de la tranchée le prouve, l'expérience de la guerre le prouve. La communauté de combat, c'est la seule organisation sociale qui tienne. Elle a tenu sous le feu, dans la maladie, dans la mort. La seule communauté humaine bien organisée qui tienne, c'est la communauté de combat. Donc, il faut, en temps de paix, mais une fausse paix selon les nazis, il faut réorganiser militairement l'Allemagne. D'où les camps, ces fameux camps qui fleurissent donc partout, je vous le disais, jusqu'au camp d'été des philosophes élèves du recteur Heidegger, emmenés en forêt noire pour lire Platon et faire de la gymnastique de combat. Vous imaginez Heidegger en survêtement faire. C'était un spectacle tout à fait burlesque, voilà, à l'époque. Ce sont également ces camps de juristes que l'on empêche de réviser tout seul dans leur coin à l'été 1933, réviser leur examen pour devenir avocat ou juge, et qu'on emmène dans un camp d'été à Göteborg pendant 2 mois pour peler des pommes de terre, pour balayer par terre et faire du sport, et s'initier donc à une vie en communauté, avec un discours grandiloquent du secrétaire d'État Freisler qui vient saluer ces juristes combattants qui vivent ainsi la communauté du peuple. Bref, militarisation de la société par le camp, militarisation également par l'uniforme, avec des uniformes qui, là aussi, se répandent partout. Tout le monde a son uniforme. Le dernier petit scribouillard du parti nazi a son uniforme redondant et clinquant pour montrer qu'il est un combattant, même si il y ressemble assez peu. Regardez Göring également, avec ses uniformes grotesques, lui qui veut absolument à nouveau ressembler à un soldat. Militarisation enfin par cet ethos du dirigeant nazi qui singe l'adjudant-chef. Pourquoi a-t-on autant de mal à écouter un discours d'une huile nazie aujourd'hui? Parce que ça glapit, parce que ça hurle, parce que c'est haché. Ce n'est pas de l'allemand, c'est de l'allemand militaire qui est hurlé dans le micro. Autrement dit, on affecte, quand on est dirigeant nazi, l'éthos et l'attitude de l'adjudant-chef. Tout cela doit préparer, si vous voulez, à la guerre. Et cette préparation à la guerre va bien plus loin que ce que l'on entend souvent par préparation à la guerre, c'est-à-dire le plan de 4 ans, le réarmement. C'est une préparation culturelle, biologique, idéologique, de fond, qui doit être imposée, proposée plutôt, et acceptée par la population allemande, pour ensuite conduire une guerre qui, à l'Est,
À l'ouest, c'est différent parce que l'ouest est considéré par les nazis comme une zone civilisée, ce qui n'est pas le cas de l'est, qui est considéré comme une zone sauvage, une zone barbare, une zone à coloniser. Cette guerre qui, à l'est, est menée selon des principes coloniaux, racistes, voire biologiques. Coloniaux et racistes, puisque la Pologne, par exemple, doit disparaître en tant que nation, doit devenir pour partie une zone de colonisation agricole, et ensuite raciste et biologique, puisque à l'est, plus à l'est encore, à partir du 22 juin 1941, c'est une véritable guerre d'éradication biologique qui est menée contre le judéo-bolchevisme, avec une véritable logique génocidaire qui se met en place au cours de l'été 1941. La guerre, on ne va pas y revenir, prendre des dimensions apocalyptiques, avec une intensité et une extension criminelle qui est proprement inédite en histoire. Enfin, on n'a jamais vu ça, ni avant ni après, avec des taux de mortalité, des taux de violence absolument invraisemblables. Des Oradours sur Glane en Biélorussie, il y en a des milliers, si vous voulez, pour vous donner une idée de ce que c'est que l'intensité de la guerre à l'Est. Le résultat, c'est que dès 1943, pour les Alliés, le Troisième Reich n'est plus un partenaire de relations internationales. On ne peut plus négocier avec lui. On exige la capitulation sans condition, ce qui du coup nourrit la radicalisation du discours nazi qui a beau jeu de dire « Regardez, ils nous ignorent, ils ne veulent même pas parler avec nous, ils veulent nous détruire une fois de plus ». Et on produit, le ministère de la Propagande produit le moindre articule d'un journaliste américain disant qu'il faut castrer ou exterminer les Allemands. Enfin, tout ça est monté en épingle pour montrer que c'est une guerre biologique d'extermination que les Alliés mènent. Cela conduit à la défaite totale d'un Reich qui a été longue à venir, parce que le recul est net depuis 1943, mais précisément, les Allemands là, basculent dans une guerre de défense du territoire contre un ennemi asiatique, bolchevique, à l'Est, qui est considéré comme un ennemi de la civilisation et un ennemi de la patrie. Et on défend donc cette civilisation et cette patrie dans des batailles de retardement qui sont épouvantablement meurtrières pour les Allemands eux-mêmes, puisque de juillet 1944 jusqu'à mai 1945, l'Allemagne perd autant de combattants, 2,5 millions d'hommes meurent en quelques mois. Autant de combattants sont perdus que pendant toute la guerre auparavant. Le résultat, enfin, c'est cette catastrophe de l'effondrement et une sortie de guerre réussie. La sortie de guerre après la Première Guerre mondiale a été ratée parce qu'on n'a pas accepté la défaite très largement, et à cause de Versailles. On pourrait y revenir sur Versailles d'ailleurs. Et en 1945, il y a une sortie de guerre réussie. Pourquoi elle est-elle réussie en 1945, à partir de 1945, alors qu'elle est ratée en 1918-19 ? Premièrement, parce que les Allemands peuvent faire le deuil de leur territoire. En 1919, l'Allemagne est intacte. C'est les départements français qui sont détruits. L'Allemagne est intacte. En 1945, les Allemands peuvent voir le cadavre de l'Allemagne, ce qui, pour faire son deuil, aide toujours. Premièrement. Deuxièmement, la catastrophe civilisationnelle qui avait été promise aux Allemands par les nazis, autrement dit, si nous perdons, vous disparaissez, parce qu'ils vont vous exterminer, eh bien cette catastrophe-là ne se produit pas. L'Armée rouge a eu une attitude assez peu aimable et assez peu élégante vis-à-vis de la population allemande pendant quelques mois et quelques semaines. Staline, quel lapsus abominable. Staline a accordé 3 jours de mise à sac de Berlin en récompense à ses soldats en mai 1945, mais au bout de 3 jours, justement, l'ordre est rétabli par la police militaire soviétique et par les cours martiales qui se remettent à travailler. Autrement dit, les Allemands se rendent compte que l'armée rouge, dont on avait dit que c'était les cavaliers de l'apocalypse qui allaient tout détruire, premièrement, assez rapidement, ils ne détruisent plus rien, mais en plus, ils deviennent une sorte de soupe populaire pour les Allemands et ils leur donnent à manger. Autrement dit, le ravitaillement se fait par les canaux de l'armée rouge, et là, ça permet une décristallisation rapide et profonde de l'imaginaire de guerre, de cette culture de guerre totale qui avait été fortement encouragée par les nazis. Les soviétiques, au fond, ce sont ceux qui vous donnent à manger et non pas ceux qui viennent vous égorger. Et ça permet justement une décristallisation de cet univers mental nazi, fortement obsidional, fortement agressif, fortement belliqueux, qui n'offre plus de clé de lecture aux Allemands. Le nazisme, ça marche quand ça permet d'expliquer et d'ouvrir sur une perspective,
Mais là, ça n'explique plus rien, le nazisme. Non seulement ça a échoué et c'est en train de disparaître, mais en plus, les principes nazis ne permettent plus de lire la réalité. Voilà. Très rapidement, sur ce thème. Nous avons un immense problème cornélien. Le partenariat avec le Festival de Pessac fait que Nicolas Patin et Johan Chapoutot sont attendus très rapidement. Une question à chacun. Moi, j'en ai une en attendant que le micro circule. Nicolas, tu as parlé de remarques à l'Ouest, rien de nouveau, c'est 29. Je crois que Jung, à Orage d'acier, c'est 1920. Est-ce qu'il a un succès aussi grand que Remarque ? C'est marrant parce que je voulais justement parler de Junger quand tu disais, j'ai pas dit le mot-clé qui était la Frontgemeinschaft, c'est-à-dire la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple n'est qu'un décalque politique de la Frontgemeinschaft du front, ce dont je parlais, c'est-à-dire ces espèces d'officiers de contact. C'est pas pour rien que Junger est si important. Norbert Elias dira, il invente une vision qui n'est ni populaire ni aristocratique de la lecture de la tranchée, Orage d'acier surtout, mais surtout la guerre comme expérience intérieure, als innere Erlebnis, comme expérience vécue, intransmissible. Et du coup, Junger, non, au départ, n'a pas énormément de succès, parce qu'il fait plusieurs publications successives en amendant, etc., pour Orage d'acier, qui est son premier succès en 1920. Par contre, en revanche, il aura du succès dans les cercles de droite. Je veux juste dire, pour embêter Johan, je suis très convaincu que les soviétiques sont très sympathiques et des copains et qui donnent du pain pour les Allemands. Mais on a vu Fabrice Virgili tout à l'heure, et sur les 14 millions de personnes que comptaient les territoires de l'Est de l'époque et donc les 7 millions de femmes, il y a eu 2 millions de viols, qui est une mémoire complètement oubliée, puisque le grand frère soviétique qui Jüterbog, j'y suis allé en vacances, c'est encore là, il y a encore les panneaux soviétiques, etc. C'est une histoire qui n'est pas encore faite parce que la mémoire ne s'est pas désenclavée de la pression géopolitique soviétique. En revanche, je pense que tu as raison dans le sens où il faut recontextualiser ça dans le discours complètement catastrophique nazi où c'était fini, on allait exterminer tout le monde. Donc la mémoire féminine, Fabrice Virgili l'a signalé, elle est partie congrue, portion congrue dans l'histoire. Dans la mémoire masculine, ça marche, mais effectivement, il faut peut-être dire ça. Je sais que je te contredis en public, c'est terrible. Non, mais tu as parfaitement raison. Et effectivement, il faut mettre ça en rapport avec ce qu'avaient promis les nazis, c'est-à-dire l'extermination généralisée, qui ne s'est pas produite, et puis avec les menus crimes des nazis à l'Est. La population soviétique, c'est un peu plus de 25 millions de morts quand même. Il n'y a pas eu 25 millions de morts en Allemagne. Voilà. Il faut le dire. Des questions ? Oui. Oui, alors je ne comprends pas. Bon, entre 1933 et 1939, les nazis prennent le pouvoir, dirigent le pays. Mais il n'y avait pas de cloisonnement entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des rapports diplomatiques, il y avait des ambassades, et il y avait des rapports d'ambassade depuis Berlin qui disaient « mais attention, attention, vous avez les Allemands qui se réarment ». Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voulu les croire, parce qu'on a l'impression qu'on s'est trouvé donc en 1939 là devant le fait accompli. Mais quoi? Et auparavant quand même, on aurait dû être renseigné. Tous ces rapports, ces relations diplomatiques quand même, seraient dû servir à quelque chose. Oui, on était parfaitement renseigné sur la politique de réarmement allemand, mais on n'a pas voulu y croire parce qu'on ne pensait pas que rationnellement, encore une fois, il faut voir que entre les diplomates, hauts fonctionnaires, officiels allemands d'un côté et puis britanniques et français de l'autre, il y a à la fois une langue commune et une langue qui n'est pas commune. La langue qui n'est pas commune, c'est d'un côté la rationalité, on va dire, juridique et wilsonienne qui a cours dans les puissances de l'Ouest et qui n'a pas cours en Allemagne, puisque, encore une fois, Nicolas le disait tout à l'heure,
les promesses de Wilson ont été violées par le traité de Versailles, et donc très clairement, les Allemands, et d'autant plus les nazis, ne font aucune confiance à la justice et aux instances internationales et à la diplomatie internationale. Ça, c'est clair. La langue commune, par contre, et ça c'est intéressant, c'est celle du darwinisme social, du racisme et du colonialisme. On se demande toujours comment il est possible que la France et la Grande-Bretagne, par exemple, aient été aussi passives face à l'Allemagne. Eh bien, c'est tout simplement que, de ce point de vue-là, les nazis parlaient une langue qui était comprise et reçue à l'Ouest. Autrement dit, quand Hitler argumente en termes de densité de population, en termes d'espace vital, eh bien, il ne choque pas grand monde à l'Ouest. Certainement pas un Georges Bonnet, ministre français des Affaires étrangères. Tout simplement parce que ce que les nazis appellent der Lebensraum, l'espace vital, les Français, les Britanniques l'appellent l'Interland colonial. Ils ont le leur, il est vaste, et après tout, les Allemands ont bien droit aussi un peu à leur territoire. Quand Hitler fait un grand discours en avril 1939 au Reichstag pour répondre à Roosevelt en disant « Écoutez, vous avez 15 habitants au kilomètre carré, d'accord ? Moi j'en ai 150. Bon, fermez le banc. Hein. Et puis je n'ai pas d'Interland colonial, je n'ai pas un territoire aussi vaste, j'ai le droit... Hein, il parle de Lebensrecht, j'ai le droit d'assurer la vie du peuple allemand. Eh bien, ces arguments-là, qui aujourd'hui sont inaudibles, bien entendu, sont à l'époque tout à fait reçus par des gens qui partagent cette culture. Voilà. Georges Bonnet n'est pas isolé de ce point de vue-là. Hein. C'est un homme de la droite du Parti radical, de cette région d'ailleurs, issu de cette région dont il était député. Et c'était un homme assez banal du point de vue de ses idées politiques. Il comprenait les nazis. Et les nazis étaient compris lors d'Halifax, etc. Bon.